Au cours de nos précédents entretiens, nous avons essayé d'aborder toutes les questions consécutives à cette affirmation « Oui, les animaux sont des personnes ». Les animaux ne sont pas des robots, ne sont pas mécaniques, ils ont des sentiments, ils ont des sensations, ils sont donc bien des personnes. Mais si l'on dit cela, il y a un certain nombre de questions que l'on doit se poser, des questions que nous nous sommes posées ensemble. Mais il y a une question que nous n'avons pas encore envisagée, c'est celle de l'éducation. En quoi l'éducation, jusqu'où l'éducation respecte-t-elle les personnes? Est-ce que le fait d'éduquer quelqu'un, qui consiste par conséquent à au minimum orienter son comportement, n'est pas finalement une atteinte à l'intégrité de cette personne? Naturellement, toutes les personnes, tous les gens qui sont chargés d'éduquer autrui, les parents, les professeurs, les formateurs, se posent sans cesse cette question. Et il va de soi que si on peut poser cette question pour les humains, on doit d'une certaine façon aussi se la poser pour nos amis les animaux. Ce sera donc sur ce sujet que nous allons finir cette série d'entretiens que nous avons eus ensemble sur la question de la personnalité animale. Bonne écoute. Nous savons que l'éducation en réalité commence très tôt, sans doute avant la naissance, ce qu'on appelle la période prénatale. Et nous savons aussi qu'elle passe par des phases tout à fait fondamentales. Par exemple, l'imprégnation chez les oiseaux ou la socialisation chez les mammifères. Respecter la personnalité animale, c'est agir en sorte que cette imprégnation ou cette socialisation aille dans le sens de l'intégrité de la personnalité. Par exemple, je voudrais illustrer mon propos par un exemple. Beaucoup d'éleveurs d'oiseaux ont imprégné à leur personne des oisillons. Et pour tout vous dire, je l'ai fait moi aussi. Ce sont des oiseaux qui, si vous voulez, vous savez que les oiseaux ont tendance à s'assimiler à la personne qu'ils voient en premier lorsqu'ils sortent de l'œuf. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Konrad Lorenz, qui était suivi par des oies qui les prenaient pour leur chef. Parce qu'au moment de la naissance, au lieu de voir une oie, ils avaient vu Konrad Lorenz. Mais beaucoup d'éleveurs d'oiseaux ont pu faire cela, moi je l'ai fait aussi. Des oiseaux vous prennent sans doute pour un membre de leur espèce. Et alors ils vont rechercher votre compagnie en acceptant de manière parfois durable votre contact. Or, ce qui est ennuyeux, eh bien, c'est que cela peut aller jusqu'à rendre ces animaux incapables d'exprimer leur vraie personnalité. Par exemple, les oies de Konrad Lorenz, en général, se révélaient incapables de s'accoupler. Elles auraient voulu s'accoupler peut-être avec quelque chose qui aurait ressemblé à un humain, mais pas à une oie. Et voilà donc une expérience dont j'ai cessé d'être fier et qu'aujourd'hui, avec ce que je sais, je ne recommencerai pas. Quand on imprègne un animal, quand on joue avec l'empreinte, on sait très bien qu'on peut obtenir des résultats très significatifs, mais est-ce que de tels résultats vont dans le sens de l'intégrité animale? Si c'est oui, c'est bien. Si ce n'est pas oui, il ne faut pas le faire. D'une manière plus élargie, nous avons toujours notre part de responsabilité des naissances qui se produisent sous notre toit. Bien entendu, je vous l'ai déjà dit, nous avons le devoir de contrôler les naissances de nos animaux domestiques. Le respect de ces naissances animales va très au-delà d'un devoir de protection et d'aide à l'alimentation. Elle concerne tout autant le souci d'une empreinte pour les oiseaux ou d'une socialisation pour les mammifères aussi harmonieuse que possible. Vous êtes éleveur et les animaux que vous élevez vivent sans cesse ou toujours enfermés dans des espaces où ils ne voient rien. De tels animaux vont avoir un très grave déficit comportemental, ils auront du mal à accepter plus tard les environnements, ils auront du mal à accepter les autres animaux, les bruits, etc.
eh bien, vous êtes le responsable de cette asocialisation qui a été mal conduite et qui n'a pas été harmonieuse. Par exemple, un chiot bien nourri, par exemple, mais gardé dans un espace réduit, pauvre en stimuli, au cours de la période de sa vie où précisément les stimuli variés sont absolument nécessaires au développement de ses capacités intellectuelles, eh bien ce chiot, vous le savez, ne rattrapera plus jamais le retard accumulé et il fera un adulte pouvant présenter un degré plus ou moins élevé de débilité mentale. Sachez que l'on parle dans ce cas de syndrome de privation sensorielle précoce, mais ce sera en vain. La situation est irréversible et notre responsabilité dans ce cas-là est totale.